Bonjour à tous. Bonjour Frédéric, bonjour Aurélie, vous allez bien? Très bien, Oui, toi? merci. Bonjour donc à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire. Je pense que pendant que tout le monde arrive un peu doucement, on va peut-être déjà commencer à se présenter. Aurélie, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, alors Aurélie Klein, moi je suis avocat spécialiste en droit des données. Je travaille au sein du cabinet FIDAL et j'ai aussi en charge l'innovation digitale du cabinet, donc la transformation digitale des avocats. Et par ailleurs, je suis maître de conférences associée à l'Université de Strasbourg, à la fac de droit plus précisément. J'enchaîne. Donc, moi, c'est Frédéric Klein. Alors, c'est pas le même Klein, c'est le hasard. Moi, je suis responsable marketing produit au sein de la société Dedroid, donc éditeur d'une plateforme logicielle. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Data Act, plus précisément, voir ensemble les contraintes réglementaires, mais aussi comment est-ce qu'on peut transformer ces contraintes en opportunités business. On vous a mis en place un petit sondage, donc vous pouvez aller directement en bas dans l'onglet sondage pour voir un petit peu exactement à qui on s'adresse. Donc, est-ce que vous êtes plutôt fabricant d'équipements? Est-ce que vous êtes plutôt prestataire de services? Et ça vous intéresse le Data Act dans le cadre de services plutôt connectés? Est-ce que vous êtes plutôt juriste? Est-ce que vous êtes plutôt intégrateur IoT? Donc voilà, je vous laisse quelques petites minutes pour participer à ce sondage, qu'on voit un petit peu quelle population on a en face de nous, et puis qu'on puisse adapter un peu ensuite nos échanges là-dessus. Donc, des intégrateurs, des fabricants d'équipements et des juristes. Bon, on a vraiment de tout, donc il va falloir de toute façon couvrir un petit peu large. Et je vous propose de commencer. On est vraiment sur une nouvelle réglementation qui est entrée en activité il y a 2 mois, le 12 septembre. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de craintes qui se lèvent un petit peu sur ce Data Act. Ça définit vraiment un nouveau rapport de force avec les fabricants d'équipements qui doivent ouvrir leurs données et les producteurs de la donnée, les utilisateurs. Mais au-delà vraiment de ces règlements, on a vraiment des nouvelles opportunités business qui s'ouvrent pour tout le monde. Et c'est vraiment ça qu'on veut creuser ensemble. Sur le sommaire, en fait, on va se passer la parole régulièrement avec Aurélie, en fait, plutôt Aurélie sur la partie, je dirais, juridique, et moi pour illustrer un petit peu plus techniquement, concrètement, ce que ça implique, le Data Act, et ce qu'on va en voir. Alors, le Data Act, c'est quoi? C'est vrai que l'exercice en quelques minutes de présenter un texte que je passe à peu près 5-6 heures avec mes étudiants à le présenter. Donc, c'est un enjeu un peu challengeant, mais c'est ça qui est intéressant. Donc, je vais essayer d'aller droit au but. J'aime bien quand même donner des éléments de contexte parce que l'objectif, c'est aussi de comprendre cette réglementation pour lui donner l'acceptabilité qu'elle est. Et par ailleurs, de vous positionner selon vos métiers. Hein, comme l'a dit Camille, il y a un public assez varié qui est d'ailleurs très cohérent avec la nature même du Data Act. Voilà, pour que chacun s'y retrouve. Alors, c'est un règlement européen, ce qui implique qu'il n'y a pas de transposition. Il est entré en application, effectivement, en cette rentrée, au mois de septembre. Ça veut dire qu'il est déjà applicable. Alors, évidemment, il y a toujours une période de tolérance, comme on l'avait connu d'ailleurs pour le RGPD, pour permettre aux entreprises de s'adapter. À titre professionnel, je trouve c'est un des textes les plus engageants pour les entreprises parce que ça oblige, à l'instar du RGPD pour les données personnelles, donc là, on ne va pas être sur les données personnelles, on va être sur des données industrielles. C'est d'ailleurs pour ça que d'une manière un peu galvaudée, on va parler parfois du RGPD industriel. Personnellement, je n'aime pas trop ce terme. En tout cas, ça va amener ou obliger les entreprises, mais pour leur bien, c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer, à structurer la donnée. Avant de la structurer, il faut bien sûr mapper, donc cartographier cette data, cette donnée au sein de l'entreprise. On prendra l'exemple d'une machine. Voilà, qu'est-ce que génère comme catégorie de données la machine? À quoi ça peut servir? Comment nous, on le valorise entreprise? Comment ça pourrait être valorisé par d'autres? Donc, ça oblige à regarder la richesse qui est générée aujourd'hui, en passant, bien sûr, par de la réglementation. Alors, l'objectif, on est sur un droit de l'Union européenne. Donc, ce droit, c'est toujours la même philosophie, c'est de créer un marché unique, en l'occurrence de la donnée industrielle,
pour faciliter sa circulation, on va retrouver les mêmes principes qu'on a depuis les années 50 au sein de l'Union européenne. Donc, faciliter sa circulation, faciliter aussi la valorisation. Et ça, c'est des termes qui faisaient peur il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on n'a pas honte de dire qu'on veut valoriser les données. Ce fameux or noir du 21e siècle, on est toujours dedans. Ça reste toujours d'actualité. Pourtant, l'expression a une vingtaine d'années maintenant. Et on est face à des données qui vont, des règles, des obligations et des droits qui vont s'appliquer à des catégories d'acteurs qu'on va vous présenter rapidement ou schématiser tout à l'heure. Donc, si je résume, l'objectif du règlement, c'est d'avoir une transparence de la nature des données générées par des objets connectés. Donc là, on est sur un règlement qui s'applique d'abord et avant tout aux objets connectés et aux données générées par ces objets connectés. On est dans ce souci aussi de responsabilisation des acteurs économiques. Je fabrique un objet qui est connecté, par définition. S'il est connecté, il est aussi connecté à de potentiels risques. C'est ce qu'on verra en ouverture, si je puis dire, avec la notion de cybersécurité qui est hyper importante en matière d'IoT et d'objets connectés. Donc, on est dans ce souci de responsabilisation des fabricants, des distributeurs, mais aussi des utilisateurs, et puis permettre aussi aux utilisateurs d'avoir une meilleure maîtrise de leurs données générées pour peut-être mieux appréhender les services associés, la création de valeur par rapport à ces données, mais aussi de manière beaucoup plus pragmatique, la nécessité, par exemple, d'une maintenance ou d'une meilleure utilisation d'un objet. Donc, ça implique aussi plus de transparence, c'est vrai, envers les utilisateurs. Donc, il y a quelque chose de positif pour nous en tant qu'aussi utilisateurs, pas uniquement en tant qu'acteurs économiques, créateurs de machines ou de services. Et puis, faciliter, enfin, alors ça, c'est l'arlésienne en matière IT, c'est l'interopérabilité. Donc, il y a deux entendements, l'interopérabilité d'objet à objet pour créer davantage de valeur et de données, mais aussi l'interopérabilité de la donnée, donc c'est-à-dire réutiliser, c'est plutôt du droit à la portabilité d'ailleurs, si on veut être très juste juridiquement, le droit à la portabilité de la donnée générée par l'utilisateur, on le verra tout à l'heure, pour que d'autres acteurs économiques éventuellement puissent y accéder pour en faire quelque chose. La question de qui est concerné, que je l'ai introduit tout à l'heure, donc on a évidemment le fabricant de la machine ou de l'objet connecté qui va générer cette fameuse donnée, les utilisateurs des machines, ce peut être des locataires de machines ou des propriétaires. Je dis machines, on peut aussi se projeter sur des véhicules et sur des voitures. Les objets connectés, je n'ai pas fait le panorama, mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas connecté, donc ça peut s'appliquer. Il n'y a pas d'exclusion de secteur d'activité, y compris pour les secteurs, je le précise, je ne sais pas s'il y a des personnes ici présentes qui sont concernées, y compris pour des secteurs d'activité qui avaient déjà des règlements sectoriels qui s'appliquaient à leur secteur économique. Je pense là à l'automobile, justement, où on avait déjà, depuis 2017, un règlement sur la mise à disposition des informations, notamment sur les pièces détachées des véhicules pour faciliter la réparation et la maintenance des véhicules multimarques, donc par n'importe quel concessionnaire, éviter la privatisation quelque part et la réservation du service après-vente des véhicules au seul concessionnaire de la marque. Donc là, on est un peu dans la même démarche. Je pense d'ailleurs souvent l'Union européenne teste sur des secteurs restreints. Et quand elle voit que ça fonctionne, que l'objectif poursuivi est atteint, voire parfois plus, elle va l'étendre. C'est ce qu'on a connu pour certains droits qu'on a retrouvés dans le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données. Donc là, le Data Act, à l'instar du RGPD, c'est un règlement général sur la donnée générée par des objets, quel que soit le secteur d'activité. Il n'y a pas d'exclusion de secteur d'activité. On le verra tout à l'heure, il y a des exclusions en termes de taille de l'entreprise pour ne pas abattre des très petites entreprises ou des petites PME. Mais encore faut-il que ces PME ne soient pas rattachées à des grands groupes. Donc, l'idée de multiplier pour mieux régner ou être plus agile, en tout cas dans la gestion du groupe d'entreprise, ne s'appliquerait pas si on avait une filiale d'un gros groupe industriel automobile, par exemple, d'avoir une PME qui s'occupe de la partie IoT embarquée dans les véhicules. Donc, on a ces catégories classiques, fabricants, utilisateurs, sauf que l'utilisateur, on voulait accorder des droits plus grands, notamment par rapport aux données générées.
On a deux catégories qui sont plus nouvelles ou moins usuelles. On va avoir les détenteurs des données. Alors, je tiens à préciser que ces catégories sont cumulatives en fonction du cas d'école dans lequel on est, ou le cas pratique plutôt. Le détenteur de la donnée, c'est celui qui va pratiquement l'héberger, avoir la main sur la donnée pour pouvoir ensuite effectivement la partager et ou la mettre à disposition. Alors justement, en parlant de mise à disposition, on parle de qui? D'abord de l'utilisateur, je l'ai déjà dit. Donc ça va être un droit gratuit pour l'utilisateur d'accéder à toutes les données brutes générées par la plateforme. Frédéric vous explicitera davantage cette notion de catégorie de données brutes par rapport à la donnée valorisée. Et également, on peut mettre à disposition, en passant par l'utilisateur qui est finalement le maître de ces données, à l'instar du RGPD où c'est la personne physique qui est maître de ces données. Donc, la fameuse notion de la propriété de la donnée, là aussi, il faut casser un mythe. La propriété de la donnée n'est pas du détenteur de la donnée, mais de l'utilisateur, celui qui l'a créée, en l'occurrence. Donc, c'est lui qui va décider pour des raisons qu'il doit mettre à plat avant d'actionner ou d'activer ce droit à la portabilité de ces données. Donc, le droit finalement de les partager avec un tiers. Et c'est là où c'est une grande nouveauté qui parfois effraie, mais moi, je pense que ça peut être assez vertueux parce que ça, encore une fois, ça dynamise les entreprises, ça les incite davantage à se poser la question de la valorisation de cette fameuse donnée générée qui, par expérience, est souvent, en termes de ratio, souvent une donnée qui reste morte. Elle est générée, mais elle n'est pas exploitée à 100%, alors qu'elle pourrait l'être, notamment, on l'envisage notamment dans le domaine énergétique. Donc, ces destinataires des données, ce ne sont pas des voleurs qui vont venir avec un masque pour voler votre savoir-faire, vos assets de propriété intellectuelle et encore moins vos données ou plutôt celles des utilisateurs, parce que ça, il faut se résigner au fait que la donnée générée n'appartient pas au fabricant de la machine, mais bien à l'utilisateur de la machine. Et quand on l'accepte, ça va déjà mieux. Ce destinataire est plutôt là pour rendre un service qui est soit existant et fourni, je pense à la maintenance d'un photocopieur connecté, est fourni par un revendeur ou par quelqu'un qui est mandaté par le fabricant originel de la machine. Là, on pourrait avoir effectivement des réparateurs ou des personnes qui assurent la maintenance multiservice pour multimarques, pour pléthore de catégories de copieurs. Donc, on aura aussi, par conséquent, une libéralisation, si je puis dire, en tout cas, une démocratisation du service après-vente sur des machines et des objets connectés s'agissant de la maintenance. Mais on va voir tout à l'heure qu'il n'y a pas que de la maintenance. L'objectif, ce n'est pas de valoriser uniquement à cette fin-là, mais peut-être de créer d'autres valeurs. Donc, en termes de conséquences, pour être très schématique, encore une fois, vu le temps imparti, le but, c'est de démystifier le texte et puis que vous ayez une meilleure approche des engagements et peut-être vous inciter à creuser davantage l'un ou l'autre point. Donc, un objectif qui est complètement assumé et complètement dans la tendance aussi du paquet data qui est en cours d'application au sein de l'Union européenne, parce qu'on a beaucoup de règlements et ou de directives qui sont en cours de déploiement. On a l'objectif donc de rendre, de donner ou de redonner accès à l'utilisateur à ces données générées. D'expérience, quand je travaille avec des entreprises sur justement cette transparence de la donnée, alors sous d'autres sujets, parce qu'on a l'IA Act qui viendra s'ajouter à ça. On a aussi le RGPD, donc tout ça c'est cumulatif, il y a une sorte de millefeuille juridique. Alors c'est sûr que quand on n'est pas habitué à manipuler les textes juridiques sur la data, ça peut faire peur. Après, quand on y est habitué, c'est un réflexe. Moi, je ne regarde pas mes textes toutes les 5 minutes, je les connais. Donc, je sais identifier pour tel cas pratique quels sont les textes applicables et donc les obligations. Donc, je pense qu'il faut, ça c'est aussi pour éviter l'écueil de l'angoisse du trop de texte. Je sais qu'actuellement, il y a le projet de directive omnibus là, qui doit être discuté la semaine prochaine par la Commission européenne pour essayer de faciliter l'applicabilité du droit des données. Donc, c'est en cours. Par contre, pour plein de gens qui réagissent notamment sur LinkedIn à certaines publications, ça ne va pas venir anéantir, comme on le connaît, nous, en France, pour nos réformes. Ça ne va pas venir mettre un stop total à ces règlements. Ils sont lancés. L'objectif, c'est de créer de la valeur, donc de la richesse. C'est certain que le moteur, c'est l'économie et le développement de l'économie européenne. Ce n'est pas d'y mettre un frein. Vraiment pas. Et
là aussi d'expérience, je peux vous assurer que quand on creuse et qu'on souhaite connaître un texte, je pense aux industries, moi, mes clients qui se mettent le nez dans le texte et qui essayent de creuser, au départ, effectivement, ça leur fait peur. Après, ils se disent, en fait, effectivement, ce texte-là peut nous apporter de la création de valeur si on le met en application. Donc, je vous incite fortement à faire cette projection par rapport à vos activités respectives et ne pas seulement vous dire on va perdre la maîtrise de la donnée parce que généralement, quand on fait l'écureuil, c'est-à-dire qu'on stocke pour soi-même la donnée et qu'on n'en fait pas grand-chose, on est assis sur un tas de noisettes, en l'occurrence, si je file la métaphore, mais ça ne va pas justement se transformer en tas d'or. Donc, l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience. Peut-être parfois, les retours d'expérience que j'ai eus, quand j'ai expliqué à des directions générales les enjeux, et notamment des constructeurs automobiles ou des constructeurs de machines connectées, j'ai expliqué ça à des directions générales. La réaction, ça a été on va peut-être rationaliser notre connectivité, c'est-à-dire on va déconnecter un petit peu pour mieux maîtriser et puis ensuite on reconnectera. Et je pense que c'est une approche qui peut être raisonnable et raisonnée sans perdre encore une fois de valeur ou d'actifs. Ensuite, l'objectif, donc, c'est donner accès à ces données. Donc, avant ça, il faut les utiliser, il faut les identifier, pardon. Ensuite, il y a la question, effectivement, de comment on les met à disposition. Alors ça, on va le voir plutôt avec Frédéric, qui va vous expliquer ça bien mieux que moi. Mais effectivement, il y a deux catégories, si je schématise là aussi, d'acteurs économiques. Il y a ceux qui ont déjà des applications mobiles de partage d'informations avec leurs utilisateurs. Je pense là aussi aux constructeurs auto. Mais ça peut être aussi des machines connectées agricoles ou autres. Et puis, il y a les autres. Et alors, les autres, il va falloir effectivement développer cette interface, que ce soit mobile ou web, là, il n'y a pas de distinction, mais il va falloir investir concrètement. Et encore une fois, l'utilisateur, on ne va pas pouvoir lui faire payer cet accès, c'est un droit. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors évidemment, il y a un temps d'adaptation et de transposition interne pour les entreprises. Il ne va pas être infini non plus. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser, d'abord, partir de cette cartographie de la donnée, pour ensuite identifier ces fameuses données, peut-être être moins ambitieux sur le nombre, mais plus sur la qualité, et ensuite, évidemment, dérouler le plan d'action. Et enfin, il y a cette fameuse question de la mise à disposition auprès de tiers des données. Donc ça, c'est vraiment en temps 2, le temps 1, et qui est le temps, l'objectif principal, c'est vraiment de rendre l'utilisateur maître de ces données. Le temps 2, c'est de permettre à d'autres acteurs économiques de générer de la valeur à partir de ces fameuses données générées. Ça ne veut pas dire déposséder le fabricant, ça veut dire exploiter des données qui aujourd'hui ne sont peut-être pas exploitées parce qu'il n'y a pas les compétences, les skills, si je puis dire, au sein de l'entreprise du fabricant, parce que ça implique peut-être des data analystes qu'on n'a pas, dans des secteurs d'activité qu'on ne connaît pas ou pas bien. Je pense à la santé, à l'énergie, je l'ai dit tout à l'heure, à l'automobile, à la téléphonie et à l'audiovisuel. On va avoir tous les secteurs d'activité qui vont avoir des sachants de la donnée qui doivent connaître leur secteur d'activité. Donc, effectivement, je pense que le gâteau est assez gros pour que chacun y ait une part. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de la concurrence, il faut plutôt se demander qu'est-ce que je sais faire et bien faire, qu'est-ce que le reste sait faire et peut peut-être davantage valoriser d'ailleurs les produits que je connais, que je vends, que je distribue, aujourd'hui peut-être sous-exploités. Oui, donc en rebond de tout ce que tu viens d'expliquer, Aurélie, derrière ça, il y a des fonctionnalités qui vont être sous-jacentes au système qui va vous permettre de partager les données. Donc, évidemment, identifier les données brutes et les métadonnées associées, parce que vous avez vu, il y a la subtilité, on parle de partager des données brutes et des métadonnées associées, contrairement aux données enrichies. Donc ça, on y reviendra concrètement après. Il va falloir bien identifier les utilisateurs et leurs droits. Là encore, vous verrez dans le diapo d'après qu'il y a des subtilités par rapport à juste un titre d'administrateur ou pas. Partager les données, donc téléchargement de fichiers, API, publier les métadonnées associées et pouvoir gérer ces fameuses tierces parties, où là est acceptable d'avoir un accès un peu spécifique pour cette population-là, moyennant monétisation. Donc très concrètement, voilà, si vous prenez un exemple, donc on a très souvent des utilisateurs, et ces utilisateurs, ils sont associés à des groupes de droits, donc administrateurs, super administrateurs, techniciens, utilisateurs. Et en fait aujourd'hui, ça leur confère des permissions pour faire des choses. Donc rajouter
des sites, rajouter des clients, rajouter des équipements, rajouter des fichiers, etc. Donc ça, c'est bien, mais je dirais que le Data Act amène une autre dimension autour des données. Et donc là, il faut être bien prudent de pouvoir justement gérer les groupes d'accès aux données. Puisque demain, au-delà d'avoir accès à un équipement via une interface, vous allez devoir maîtriser en fait à quelles données je donne accès plus particulièrement sur cet équipement. Donc effectivement, de la donnée brute, de la métadonnée, mais par contre, autant se garder les données enrichies pour justement valoriser votre savoir-faire. Et donc ça, c'est vraiment une dimension importante dans la gestion des droits et des permissions, c'est d'aller assez loin dans les droits aux données. Côté partage des données, là, c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui, qui sont assez standards. Ça va être soit de la visualisation de données brutes, soit des possibilités données à l'utilisateur final de faire des exports live. Et là encore, il faut vraiment être prudent pour pouvoir maîtriser qu'est-ce que vous voulez donner comme droit d'export par rapport à certains types de données et qu'est-ce que vous voulez juste donner en visualisation. Donc les exports live de ce type répondant, ça peut être des images, des fichiers CSV, des fichiers Excel pour justement être dans le cadre légal et renvoyer toutes ces données. Et pour la partie effectivement temps réel qu'a évoqué Aurélie, là on parle plutôt d'accès API qui vont pouvoir donner accès aux données directement en live. Et là encore, attention à quelles données on va donner accès. Comme vient de le dire Frédéric, effectivement, la question, et je me répète, mais je pense que c'est le point crucial, il y a cette notion de responsabilisation des acteurs économiques, comme je l'ai dit en introduction, pour plein de raisons, mais la raison finale, et j'en ai pas parlé, c'est aussi le contexte géopolitique qu'on connaît tous. Donc, j'aurais peut-être dû l'aborder en introduction, mais je pense que ça s'y prête également là. On ne crée pas des règlements ou des réglementations pour brider l'activité économique des entreprises, mais plutôt pour sécuriser un marché, ou tenter de le faire en tout cas, et puis de générer une confiance des utilisateurs. Parce qu'in fine, si la confiance n'est plus là ou n'est pas là des utilisateurs, votre machine ou votre produit, vous ne le vendez pas ou plus, ou il y a un stop en tout cas de l'utilisation qui en est faite. Aujourd'hui, il y a une crainte très forte depuis quelques années, mais elle s'accroît avec les tensions géopolitiques qu'on connaît actuellement, de cyberattaques massives qui ont déjà existé. Je fais référence là notamment à une attaque je crois que c'est en 2017, NotPetya, qui avait utilisé un réseau de caméras connectées, en fait. Donc, ce n'est pas une nouveauté, ça existe. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pléthore d'objets connectés en plus. Donc, on est plutôt dans un accroissement du nombre d'objets connectés. Enfin, pas plutôt, on est dans un accroissement massif du nombre d'objets connectés. Tout est connecté, parfois trop connecté. Donc, cette hyperconnectivité va aussi entraîner une hyper-exposition à l'attaque et au manquement à la sécurité, donc à la violation de sécurité. Et comme je le disais, si on ne part pas de cette cartographie, qu'est-ce qu'on génère comme données? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, cette sorte de rationalisation finalement de la donnée pour pouvoir ensuite faire le tri entre ce qu'on accepte de partager de ce qu'on ne veut pas partager, parce que ça restera quand même le choix du fabricant, et ça doit l'être. C'est à lui de choisir au départ. Et puis ensuite, il y a ce côté « j'assume ce que je mets à disposition ». Donc, c'est cette responsabilisation du fabricant pour ensuite assurer ou renforcer en tout cas l'utilisation qui en est faite par les utilisateurs finaux, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, donc à titre personnel ou professionnel de ces machines ou de ces objets, ça ne distingue pas, le règlement ne distingue pas là-dessus. Et je pense que c'est vraiment en comprenant cet objectif ou ces objectifs et ce contexte qu'on peut rationaliser la mise en œuvre de ce règlement. Parce qu'évidemment, à aucun moment, ces mises en conformité successives que nous connaissons, on est quand même dans une économie de la donnée qui se renforce. Donc forcément, là, comme tout législateur qui se mérite ou pas, je ne sais pas, il y a toujours un petit décalage entre le développement économique et de se dire, là, il y a une zone grise, il faut encadrer. Donc, effectivement, il y a cette zone grise où on peut tout faire et puis vient le temps où on encadre et là, ça fait moins plaisir parce qu'on a des règles qui s'appliquent et puis c'est moins cool que quand on n'a pas de règles.
Sauf que si on n'a pas de règles, ça veut dire aussi que le marché n'est pas structuré, ça veut dire aussi qu'il y a sans règles, on est en concurrence avec des prix de produits chinois et de produits européens alors que le niveau de sécurité n'est pas égal. Voilà, donc on compare ce qui n'est pas comparable. Pour quand même protéger les acteurs économiques les plus petits, comme j'ai dit en introduction tout à l'heure, on a des exceptions pour les micro-entreprises ou les petites entreprises avec des niveaux de chiffre d'affaires que je ne vais pas développer ici et de nombre de salariés, donc un croisement d'informations qui fait qu'on est ou pas dans le scope de la donnée du Data Act, avec cette précision que si votre entreprise croît, évidemment, il va falloir basculer dans « je suis contraint de respecter les règles » et donc d'adapter votre business model. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, même si vous êtes à la frange ou juste avant les seuils, ça part d'une économie de la donnée qui est quand même assez rationnelle, de peut-être pas l'appliquer à la lettre parce que vous n'y êtes pas tenu, mais déjà de l'anticiper parce que le jour où vous allez dépasser les seuils, vous serez tout content de faire du chiffre d'affaires, mais vous allez basculer dans la partie entre guillemets obscure, c'est-à-dire celle où la réglementation s'appliquera. Mais je pense que les petites entreprises jouent déjà avec ces marges pour le droit social et pour d'autres activités, d'autres secteurs du droit. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, le but, ce n'est pas de faire n'importe quoi avec cette donnée, notamment quand on est amené à partager la donnée avec des tiers. Donc, de toute façon, ce fameux tiers, il faut toujours qu'il y ait un objectif qui soit, si je puis dire, déclaré ou officialisé par la mise en place d'un contrat d'utilisation de la donnée. Donc, ça ne va pas se faire sans contrat. Il faudra un contrat de mise à disposition de données pour un temps T. Alors effectivement, comme le disait Frédéric, soit on a des données instantanées en temps réel, si je puis dire, notamment si on pense à des capteurs énergétiques, ça ne fait pas sens d'avoir des données one-shot et puis plus rien. Là, le but, c'est d'avoir la donnée en temps réel avec une interprétation de la donnée sur une durée longue parce qu'il y a une étude qui est en train d'être menée ou parce qu'on a des coachs, des conseils ou des analystes qui nous aident à performer tel et tel produit ou telle et telle consommation. On a soit cette catégorie-là, soit des données qui sont fixes, des données générées un peu plus stabilisées. Je pense donc c'est une sorte de photographie de la machine à un instant T et ou des données générées par la machine à un instant T. Parce qu'effectivement, il y a deux familles de données. Il y a le fonctionnement de la machine, ou de l'objet, pardon. Et puis, on a les données générées par rapport à l'objectif ou à la finalité de cet objet. Donc, je pense à de la vidéosurveillance, ça va être la surveillance, comme le nom l'indique, et de l'anticipation de risque ou de la levée de doute ou de l'identification de personnes. Et puis ensuite, il y a le fonctionnement même de la caméra, le nombre de photos qui a été prise, le nombre d'enregistrements qui a été pris, etc., l'horodatage, les données, les métadonnées, comme on l'a dit. Donc voilà, donc il y a ces données-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas, le but, c'est de pas tout partager avec des tiers pour en faire un objet ou un prisme de concurrence déloyale. Ce n'est pas du tout l'objectif. Alors, c'est vrai qu'au début du texte, ils avaient complètement omis cette mauvaise utilisation du texte, si je puis dire. Et puis, ils ont rajouté ce fameux argument, enfin, limite, qui est cette fameuse limite, qui est la préservation du secret des affaires. Je suis d'accord, c'est très large, mais encore une fois, partons du principe qu'il y aura un contrat de mise à disposition avec un objectif, un objet, des catégories de données et une durée. Et au-delà de ça, ça ne s'appliquera plus. Si on peut contractualiser, on ne sera pas dans de la concurrence déloyale, ou on devrait en tout cas limiter ce risque-là. Ensuite, on va avoir également des limites en termes d'abus, de coûts induits pour la mise à disposition des tiers. Je vous ai dit que c'était gratuit. Le principe est la gratuité de la mise à disposition. Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Effectivement, le tiers ne va pas, lui, avoir une application dédiée à l'utilisation constante de sa machine, puisqu'il n'est pas l'utilisateur, il est un tiers destinataire. Donc là, se posera effectivement la question du comment et du délai. Mais encore une fois, le principal garde-fou sera la mise en place d'un contrat. Voilà. Donc, en tout cas, l'objectif, c'est encore une fois de savoir ce qu'on partage et puis de faire cette analyse de risque. À nouveau, je fabrique une machine. Aujourd'hui, je n'exploite pas la donnée en qualité de service. Je ne fais que vendre le produit. Effectivement, les entreprises qui fabriquent vont se poser la question du service associé. Moi, j'ai des clients qui aujourd'hui ne font pas de service associé. Ils ne font que fabriquer les machines. Ce sont des tiers, des revendeurs qui fournissent le service. Évidemment, le data hike, excusez-moi de l'expression, vient striker leur business model parce que là, ils se posent la question effectivement de pourquoi est-ce que nous, on n'irait pas sur la partie service. C'est une vraie question qui mérite d'être posée, en tout cas qui redynamise peut-être des systèmes
un peu plan-plan, des business models déjà bien rodés. Mais là, effectivement, il faut se poser cette question et prendre le pli ou pas de passer sur la partie service. Donc, en termes d'impact, il y a cette qualification qu'on vous a présentée, donc cette cartographie, là, vraiment le point de départ, comme c'était le cas pour le RGPD, et comme c'est le cas d'ailleurs pour toute réglementation, adoptant une approche par le risque. J'en ai encore pas parlé, mais ça va venir. Donc, cette approche par le risque, c'est dis-moi ce que tu fais, ce que tu génères, et au regard de ça, tu auras des obligations qui vont être variables, dont l'intensité va être variable, en fonction du risque engagé. Donc, la nature de l'objet, son rôle, son utilisation et son public vont être effectivement des critères déterminants pour savoir où on place le curseur en termes de transparence, en termes aussi de cybersécurité associée. Parce qu'aujourd'hui, on fabrique un objet, on a la garantie classique, mais alors la cybersécurité ne fait pas partie de la garantie. On ne vous assure pas un niveau de cybersécurité sur une durée prédéfinie d'1 an, 2 ans, 5 ans. Le RGPD a un jumeau que je vous présenterai juste après, mais c'est plus en termes d'ouverture d'esprit pour savoir que ce texte-là ne vit pas seul. Il a un jumeau qui s'appelle le Cyber Resilience Act et qui, lui, vient définir des référentiels de sécurité par rapport à un niveau d'exposition au risque. Donc là encore, je pense que si on est honnête, effectivement, c'est un texte en plus, mais déjà, premièrement, au lieu de se dire on doit assurer une sécurité, comment, je ne sais pas, je n'ai pas de référentiel, je n'ai pas de checklist, je ne sais pas ce qui est attendu de ce qui ne l'est pas. Et malheureusement, ce n'est pas au moment de la cyberattaque qu'on va se dire tiens, est-ce que c'était suffisant ce que j'ai mis en place? Là aussi, d'expérience, je peux vous dire que ce n'est jamais suffisant. Enfin, je veux dire, il y a avant et après une cyberattaque. Avant, ça n'arrive qu'aux autres. Après, ça coûte x10 par rapport au coût initial de la mise en conformité ou en tout cas de faire quelque chose de sérieux. Là, on va avoir exactement la même chose, mais avec des objets connectés en pensant à la sécurité des utilisateurs aussi, mais ça veut dire aussi en pensant à la confiance générée auprès de ces utilisateurs pour davantage les fidéliser. Donc, les principaux impacts, c'est on va devoir penser by design, partage de la donnée, donc portabilité, interopérabilité. Ça veut dire aussi que les équipes R&D doivent faire des scénarios, et c'est peut-être quelque chose, je trouve, qui n'est pas assez exploité. Aujourd'hui, on connecte et on voit ce qui se passe derrière. Là, non, on connecte, on assume ce qui est généré et on décide effectivement de switch off peut-être certaines fonctionnalités, le temps qu'on maîtrise davantage ou le temps d'identifier peut-être davantage de points de risque, de zones de risque qu'on n'est pas capable ou qu'on ne veut pas assumer aujourd'hui. Sur un véhicule, vous allez avoir à peu près 200 capteurs. Aujourd'hui, le constructeur, il ne va pas exploiter les 200 capteurs. Donc, cette réglementation, elle va venir effectivement brider un petit peu, sans jeu de mots, le nombre de capteurs jusqu'à ce que le constructeur auto se dise tiens, si n'importe quel expert accède à ces capteurs, il ne va pas nous trouver des failles de sécurité potentielles qu'on n'avait pas nous-mêmes identifiées. Donc, en fait, c'est ce fameux risque de la transparence qui, aujourd'hui, est encadré. Peut-être, je pense que c'est une bonne chose, encore une fois, que ça oblige à passer par ce cap de cadrage et de cartographie de la donnée et des risques associés, évidemment. Pour les destinataires, évidemment, ça ne va pas être sans conséquence, c'est-à-dire que les données générées peuvent inclure des données personnelles dès lors qu'elles sont rattachées notamment à un utilisateur personne physique. Donc, le destinataire, lui, va devoir respecter des obligations, respecter le contrat par lequel il est engagé et bien sûr, le pourquoi de la mise à disposition de ces données. Et enfin, comme l'a dit Frédéric, pour conclure sur ces premiers pas, si je puis dire, dans la mise en conformité, de classer, c'est une fois qu'on a fait cette cartographie, de tenter de classer ces fameuses données par famille pour voir lesquelles seront à partager et ensuite la fameuse question comment. Donc effectivement, merci Aurélie. Très important, identifier les différents types de données. Donc on parle de partager toutes les données, sauf effectivement les données qui sont fortement enrichies. Donc si on regarde, les données, c'est quoi? C'est les données brutes. Donc c'est les données qui sont obtenues, générées ou collectées automatiquement par le produit sans aucun traitement supplémentaire. Donc ça, c'est une donnée brute. Ensuite, on a ce qu'on appelle les données pré-traitées. Et donc, c'est-à-dire que c'est des données qui vont être contextualisées, qui vont avoir une unité, un contexte, ce qu'on appelle des métadonnées,
pour pouvoir les rendre compréhensibles et utilisables. Donc, ces deux premiers points sont sous couvert du Data Act, donc à transmettre à l'utilisateur ou au tiers. Ce qui ne l'est pas, c'est les données traitées, donc les données, c'est-à-dire fortement enrichies, ou des données qui sont déduites des précédentes, dérivées des précédentes, calculées à partir des précédentes, soumises à différents types d'algorithmes, IA ou pas, qui fait toute la richesse et que là, le constructeur peut garder pour lui. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Et donc, au contraire, comme disait Aurélie, c'est le moment de se poser les bonnes questions et d'aller chercher ces fameux indicateurs, ces fameux différenciants qui vont permettre de se démarquer. Si je regarde en dessous, là, il y a un exemple vraiment très basique. La donnée brute, c'est, mettons, 21 et 40, temp égale 21, humi égale 40. Une donnée pré-traitée, ça serait température de la pièce en degrés Celsius. Donc là, je mets le contexte et l'unité de cette valeur, donc elle est pré-traitée. Pareil pour l'humidité avec son contexte et son unité. Et là où on pourrait imaginer donc la donnée traitée, ça serait par exemple un indice de confort. C'est un exemple très basique, mais à partir du moment où vous allez mettre en place un algorithme qui, sur la base d'une température et d'humidité, va permettre d'obtenir un indicateur qui est par exemple l'indice de confort, vous n'êtes pas dans l'obligation de transférer cette valeur ajoutée. Donc, dans votre système, il va être très important, on le répète, mais d'avoir un système qui permet justement d'identifier toutes ces données en fait qui sont brutes. Donc, c'est ce qu'on voit sur le tableau de gauche, les données mesures, et ces données qui sont générées, calculées. Donc, c'est ce qu'on peut voir dans l'exemple ici avec la petite calculatrice. Et de l'autre côté, d'avoir un système où on va inscrire quelque part tout ce contexte, ces métadonnées. Donc là, on voit un petit peu de détails sur cette variable, à quoi elle sert, et surtout l'unité qui est associée. Donc ici, c'est des ampères. Donc, on passe d'une donnée brute qui, a priori, ne veut pas dire grand-chose, à une donnée qui veut dire quelque chose, à enfin une donnée enrichie, calculée. Et c'est là qu'il va falloir mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de différencier le partage de ces différentes informations. Si je continue, donc là, on a parlé des différents droits, des différentes contraintes ou en tout cas impacts du Data Act. Donc nous, comme le dit Aurélie, nous, on est convaincus que c'est justement beaucoup plus de l'opportunité et le moment de se poser des bonnes questions. Alors là, notamment, c'est des exemples, mais pour un fabricant de machines, pour passer de vendeur de machines à fournisseur de services digitaux. C'est-à-dire que en se disant, moi aussi, je veux tirer du bénéfice de la donnée, c'est-à-dire que je peux le faire au travers, évidemment, d'un portail client, évidemment, au travers de services de maintenance connectés, et c'est là que le fabricant est quand même le mieux placé, lui, pour générer des indicateurs pertinents pour suivre sa machine notamment, de remonter des infos pour sa R&D, mais attention, là encore, si les données brutes remontent, elles doivent être partagées, donc bien réfléchir à ce qui doit être partagé, ce qui ne doit pas l'être, d'avoir du service client et de pouvoir justement offrir des services tiers à la vente de cette machine. Côté offreur de services ou prestataire associé, je dirais que là, c'est vraiment une opportunité qui est très grande aussi de pouvoir diversifier et d'agir là où on ne pouvait pas avant. C'est-à-dire que quand on essayait de faire de la tierce maintenance, en fait, parfois on était obligé de réinstaller des capteurs pour récupérer les mêmes informations physiques alors qu'elles étaient déjà présentes dans la machine. Donc le Data Act, en fait, va ouvrir cette possibilité de récupérer toutes les informations qui sont déjà présentes dans la machine, de pouvoir les intégrer et d'être justement, comme je disais tout à l'heure, multi-marque, multi-fabricant, et d'amener justement une expertise de maintenance connectée plus générale, multidimension, et de pouvoir également, je dirais, amener votre expertise à vous. Donc, si votre expertise est dans l'énergie, vous allez pouvoir, vous, amener une expertise sur l'analyse énergétique d'une machine au-delà même de ce que pourrait faire un fabricant. Donc là, encore une fois, le Data Act ouvre énormément de possibilités à des acteurs tiers
de proposer de nouveaux services. C'est un point, Aurélie, justement, tu l'évoquais tout à l'heure, le Cyber Resilience Act. Je voulais juste rebondir sur le slide d'avant, avant de conclure sur le Cyber Resilience Act. Je pensais à un point en voyant un petit peu le panel des participants à ce webinaire. Je pensais à la notion de transparence et je vous ai parlé rapidement des contrats. Après, je ne peux pas parler de tout et le but, ce n'est pas de faire peur. Encore une fois, c'est plutôt de comprendre le texte pour justement démystifier la chose. Mais je pense à des objets connectés avec, vous savez, de plus en plus d'applications qui permettent, je prends un objet neutre pour ne viser personne, une lampe, je ne crois pas qu'il y ait de représentants de chez Fermob, on prend une lampe Fermob. Fermob vend des lampes connectées et vous avez une application qui vous sert soi-disant à allumer à distance votre lumière parce que vous ne voulez pas vous lever de votre fauteuil. Donc, effectivement, il y a cette connectivité en Bluetooth généralement, où on a une fonctionnalité qui incite l'utilisateur à télécharger l'application et donc à géolocaliser souvent, puisque vous avez la localisation une fois, vous savez, ou lorsque l'application est active pour localiser le bien. Et ça permet sans doute à Fermob de récupérer, je n'ai pas été voir, j'avoue, les conditions générales d'utilisation, mais je pense que ce n'est même pas précisé parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encadré. D'accéder à ces données de cette lampe-là, où est-ce qu'elle est située, combien de fois elle est utilisée, peut-être ça leur sert pour mieux connaître leurs utilisateurs, parce que comme ils fonctionnent beaucoup par revendeurs, généralement, ils ne les connaissent pas. C'est pareil quand vous achetez un aspirateur de marque connue, vous ne l'achetez pas forcément sur le site du fabricant, donc la seule façon d'activer une relation et une meilleure connaissance de l'utilisation de la machine, c'est de mettre à disposition des applications, comment laver votre brosse, enlever les cheveux de la brosse, super. Donc, on a besoin d'une application pour ça. Évidemment, vous voyez bien que c'est ironique, mais le but derrière, c'est de mieux connaître l'utilisateur. Aujourd'hui, il y a une sorte de boîte noire, c'est-à-dire qu'il y a des données qui ne sont pas forcément des données personnelles, encore une fois, et qui ne devraient pas l'être d'ailleurs, parce que cette boîte noire ne concerne que les données non personnelles qui sont relatives aux conditions d'utilisation de la machine, mais aujourd'hui, on n'a pas de transparence envers l'utilisateur des informations qui peuvent remonter via le téléchargement de cette application ou via l'activation justement de cette connectivité. Donc, avec le Data Act, effectivement, que ça soit une montre, une lumière, une poupée, un robot connecté, on va devoir être plus transparent sous une forme, je vous le souhaite, la plus pédagogique possible. Donc là, il faut penser un peu au legal design. C'est-à-dire le plâtre juridique, moi, je ne suis pas fan du tout. Vous êtes fabricant, vous devez convaincre et rassurer, pas faire peur. Donc, ça peut être un schéma. Voilà ce que la lampe connecte. Voilà. Donc, il y a ce qui relève du consentement de l'utilisateur. Ça faudra choisir la base légale. Hein, donc, il faudra se plier à cette règle. Et tout ce qui relève de l'intérêt légitime du fabricant, il va falloir savoir à quoi ça sert et surtout les catégories de données qui remontent. Le fameux mise à disposition des données ou réutilisation des données anonymisées à des fins d'amélioration continue du service, je pense que, ou du produit, tout le monde voit ce que je veux dire. Mais là, il faudrait être plus clair parce qu'on pourra poser davantage de questions, notamment sur la nature des données qui remontent. Voilà, je ferme la parenthèse, mais parce que forcément, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes concernés, vous allez prendre le train en route. Donc, en fait, il y a déjà une relation contractuelle avec vos utilisateurs, il y a déjà des pratiques. Là, il va falloir les adapter pour tenir compte de l'esprit du texte. Voilà. Maintenant, je vais rebasculer, pardon, excusez-moi, une des raisons pour lesquelles je me mettais mute. Pour le Cyber Resilience Act, donc le CRA, son petit nom, son doux nom. Donc, c'est le complément du Data Act, c'est le règlement qui a pour objet, et c'est la première fois qu'un règlement va aussi loin sur la réglementation sur la cybersécurité. Les acteurs économiques de la cyber trouvent ça plutôt bien parce qu'encore une fois, on partait d'une page vierge. Tu dois te mettre en conformité à des engagements de cybersécurité, mais la question comment, à quel niveau, en faisant quoi, c'était une inconnue. Là, on a des référentiels qui aujourd'hui ne sont pas encore stabilisés, je vous rassure. Il y aura l'implication de l'ENISA, qui est un démembrement de la Commission européenne, une autorité européenne qui va émettre des référentiels et des checklists, donc concrètement,
pour des acteurs économiques de telle ou telle catégorie par rapport notamment aux risques engagés par l'objet pour ce qui concerne l'IoT. Donc, l'objectif, ça sera de s'assurer d'une certaine durabilité du niveau de sécurité. Là, c'est sûr et certain que l'objectif est quand même à terme de privilégier des acteurs économiques européens, voire à réintroduire des services ou des fabricants européens, alors qu'aujourd'hui, on va beaucoup chercher en Asie, mais à imposer 5 ans de traçabilité de cybersécurité à des Asiatiques, j'ai quand même de méchants gros doutes. Je pense que l'objectif est celui-là. Il y aura des tolérances, hein, parce qu'il faudra trouver des compensations. Ensuite, bien sûr, l'objectif est, je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est vraiment réduire la vulnérabilité des produits. Encore une fois, l'Union européenne se dit que l'Union fait la force en matière de cybersécurité. Je pense qu'elle a totalement raison. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit communiquer, mais également partager des référentiels en matière de cybersécurité pour limiter les risques d'explosion de cybersécurité à grande échelle, j'entends. Hein. Bien évidemment, améliorer, on a beaucoup parlé de la sécurité des produits, de ne pas mettre les pièces dans la bouche des enfants, des choses comme ça, ou le côté incinérable des produits. Et on a la même chose sur la cybersécurité. Et finalement, ce n'est que logique par rapport à la réglementation des produits, qui n'est pas du tout ma spécialité en droit européen. Moi, je m'intéresse à la donnée et à la connectivité, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une certaine homothétie. J'en ai pas parlé, mais si vous appliquez ce Data Act, qui va s'appliquer bien sûr au domaine de la santé, on comprend bien qu'un pacemaker qui est sécurisé, c'est quand même plus rassurant qu'un qui saute une fois sur deux ou qui ne défibrille tout seul. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est d'assurer la sécurité des données, parfois même la sécurité de la vie des personnes, et donc la protection des utilisateurs. Donc, encore une fois, les règles ne seront pas les mêmes, et j'insiste là-dessus, par rapport aux risques exposés. C'est vraiment connais-toi toi-même, la nature des données, cette approche par le risque. Hein. Le RGPD est venu généraliser l'approche dite du l'impact assessment, hein, de l'analyse d'impact. Je pense que, j'espère que les fabricants d'objets connectés s'y adonnent déjà. Et là, le risque, c'est bien sûr celui de l'utilisateur, mais aussi celui du fabricant par rapport à sa propre exposition à ce risque. Est-ce qu'il est assumé ou pas? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette notion de la cybersécurité qui ne doit pas être exclue de la réflexion du data management et de la data gouvernance pour essayer de conclure là, la gestion de la donnée au sein de votre entreprise qui est aujourd'hui de plus en plus cadrée. J'ose espérer que ça reste des garde-fous et que la liberté d'innover reste à l'intérieur de cette enclave européenne de la sécurité de la donnée. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que quand on est bon, ce n'est pas les règles qui font qu'on est moins bon. C'est juste qu'on va peut-être moins vite, mais qu'on s'expose aussi moins vite aux risques associés. Voilà. Donc, c'est un résumé finalement de la démarche proposée. Comme je l'ai dit, j'ai déjà accompagné, et j'accompagne toujours d'ailleurs ces 2 entreprises sur la conformité au Data Act, mais par anticipation. Maintenant, on n'est plus sur l'anticipation, on est sur la réalisation. Ça part toujours, alors je ne l'ai pas mis en premier, mais effectivement, la sensibilisation CODIR, hein, c'est des sujets qu'on ne va pas traiter au niveau de la DSI ou de du responsable conformité ou du légal. Ça implique évidemment la responsabilité de l'entreprise, donc c'est un sujet qui doit être porté par un CODIR. Et devant un CODIR, donc on a cette sensibilisation, ensuite de procéder sur la cartographie des objets bien sûr impliqués, et puis ensuite des données générées. Ça implique aussi de parler, ça c'est assez intéressant, de revoir les partenariats avec les sous-traitants. J'en ai pas parlé, mais souvent l'objet connecté, il n'est pas connecté tout seul, le firmware est embarqué et conçu par un tiers. On va avoir des composants issus de prestataires différents. Ça implique de cartographier aussi les contrats. Alors, souvent, on a des bons de commande, n'est-ce pas? Ou au pire, on a des factures. Donc là, c'est niet. Il va falloir peut-être remettre de l'ordre via des contrats pour limiter les responsabilités. Parce qu'un contrat, d'abord, la base, hein, ce n'est pas de faire de la paraphrase juridique ou de faire des choses qui servent à rien pour certains. Un bon contrat, ça limite des risques, en fait. Et ça explicite ce qu'on veut bien assumer. C'est ça, un contrat. Une fois qu'on a compris ça, on accepte de faire des contrats. Et il n'y a que pour ça qu'on doit faire des contrats, d'ailleurs. Faire des contrats pour faire beau, ça ne sert à rien. Il y a parfois, d'ailleurs,
je suis d'accord, ce n'est pas nécessaire d'établir un contrat, mais quand on parle de connectivité, quand on parle de cybersécurité et d'exposition au risque, oui, je pense que là, il est venu le temps où on doit savoir dire ce pourquoi on s'engage et ce pourquoi on n'est pas responsable. Donc, ça implique aussi d'avoir une chaîne de valeur qui sache exactement le qui fait quoi, des jeux de rôle, tout simplement. Peut-être aussi challenger des sous-traitants qui ne donnaient pas satisfaction jusqu'à présent et documenter donc cette conformité. Donc, je te laisse la main, Frédéric. Ouais. Côté, alors ça se charge. Voilà, côté des droïdes, nous très concrètement, ce qu'on vous amène, c'est justement une solution entièrement paramétrable et personnalisable pour, d'une part, vous mettre en conformité sur ce Data Act, mais surtout pour envisager toutes les opportunités qu'on a évoquées tout à l'heure autour de vos machines, de vos services, donc pouvoir développer vos propres sources de revenus, nouveaux services connectés, donc solution 100% française et en no-code et entièrement personnalisable. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, l'idée c'est de pouvoir manipuler la donnée vraiment comme vous le souhaitez, sans contrainte. Merci à tous les deux. Je pense qu'il nous reste 5 minutes pour les questions. J'en ai vu quelques-unes qui ont déjà été répondues. Donc, n'hésitez pas, vous tous qui participez, si vous avez des questions, à les mettre dans l'onglet questions. Il en reste une notamment qui n'a pas encore été répondue, je pense. Quelles sont les obligations d'un tiers, précisément dans le conseil, à qui un utilisateur demanderait d'interpréter sa montagne de données brutes pour en tirer de la valeur ajoutée, pour l'acquérir et la stocker différemment? Alors, je vais peut-être prendre la main pour répondre en parallèle à 2 questions. Je l'ai dit rapidement, je pense que de toute façon, là, sur l'interprétation de la donnée, c'est ce tiers destinataire. Et là aussi, c'est le fameux contrat de mise à disposition de la donnée. Donc, ça va être contractuel. L'engagement, ça ne va pas être une obligation de résultat, je ne pense pas. Donc, il n'y a pas de certitude. Il y a la question de la fiabilité de la donnée qui reste chez le fabricant, de l'intégralité de la donnée, mais tout ça, ce sont des engagements à prendre d'abord. En fait, c'est une chaîne contractuelle. Il y a les engagements du fabricant qui se reportent sur l'utilisateur, puis l'utilisateur vers le destinataire. Donc, pour répondre clairement, ça va dépendre des cas pratiques, mais ça nécessite encore une fois une contractualisation, notamment pour celui qui veut faire du service. Il est un peu obligé de dire ce à quoi il s'engage. Si la donnée qu'on lui fournit, elle est erronée, elle n'est pas intégrale, etc., évidemment, son interprétation va être faussée. Donc ça va dépendre de la qualité de la mise à disposition. Après, il y avait une autre question concernant le spectre des datas à partager. Alors, il y a une personne qui indiquait que c'est bien plus que de la donnée brute. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a la limitation de la propriété intellectuelle qui fait que dès lors qu'il y a une valorisation de la donnée par le fabricant, le but, ce n'est pas de partager de la donnée qui fait l'objet d'assets de propriété intellectuelle. Donc, on est quand même sur de la donnée qui est générée. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans la notion de donnée brute? Donc, il faut qu'elle soit effectivement lisible. Elle doit être interprétable. Ça impliquera parfois de mettre à disposition une interface humaine pour pouvoir la lire clairement, en tout cas pour que le sachant puisse la lire. Ça ne veut pas dire que moi ou vous, on peut l'interpréter, mais en tout cas que le sachant puisse l'interpréter. Et en fait, là, il y aura certainement encore des précisions à adapter, mais encore une fois, je pense qu'on ne peut pas parler de manière trop générale là dans une présentation, sans parler effectivement, il y avait une autre question, c'est est-ce qu'on peut avoir des exemples d'objets connectés? J'en ai donné, je pense, au fil de ma présentation. Frédéric également. C'est tout projet qui communique, pas uniquement par Wi-Fi ou par Internet, ça peut être un réseau radio, un réseau Bluetooth, quel que soit le lien, c'est dès lors qu'il y a un objet qui communique, ça veut dire qu'il capte des données et qu'il les renvoie. Linky est un objet connecté, concrètement. Donc, c'est le média de communication, le moyen de communication n'est pas qualifié par le règlement. Ça veut dire aussi que, sur le principe, tout est objet tout est concerné, tout média est concerné par le Data Act. Je crois qu'on a eu d'autres questions entre-temps, Camille.
Oui, alors du coup, j'ai à nouveau Apolline qui nous repose la question. Elle avait compris en fait que le fabricant pouvait choisir ses données brutes à mettre à disposition. Et dans ce cas, quelle latitude le texte laisse à ce niveau-là? Alors moi, par contre, moi, ce que j'ai compris, c'est que vraiment, le fabricant d'équipement doit mettre à disposition donc ses données brutes. Mais ce qu'il peut choisir de mettre à disposition, c'est vraiment plus la donnée enrichie dans laquelle réside vraiment sa valeur ajoutée. On est d'accord? Pas tout à fait. Désolée. Au départ, et ça je le maintiens, c'est avant, en fait aujourd'hui, jusqu'à présent, tout était connecté, il n'y avait pas de réglementation sur notamment le partage des données. Aujourd'hui, il y en a une. Donc la question légitime, c'est est-ce que j'accepte de toujours tout connecter? Donc en fait, qu'est-ce que je déconnecte? Dès lors que c'est connecté et que c'est généré et que c'est partageable, il faut le partager. Mais je peux aussi choisir de ne plus générer cette donnée pour qu'elle ne soit pas partagée. Mais ça demande une remise, enfin, on revient en arrière, effectivement. Mais ce n'est pas vraiment une remise un retour en arrière dans le sens une régression, mais c'est plutôt, oui, jusque-là, encore une fois, moi j'ai eu des échanges lunaires, pour ne pas dire autre chose, avec des clients. Quand je leur demandais, mais à quoi ça sert de connecter tous ces capteurs? Est-ce que vous savez vraiment ce que ça génère comme valeur? Parce que moi, j'ai toujours imposé, même quand il n'y avait pas le Data Act, j'ai besoin de comprendre ce que j'encadre. Donc, les questions embêtantes, je les ai posées. On me répondait, non, on connecte, ça plaît au client, et puis on ne sait pas vraiment ce que ça génère, mais on le verra par la suite. Et en fait, on le verra par la suite. Si vous avez un tiers qui va, je dis n'importe quoi, il y a des capteurs sur un réservoir d'eau potable, et en fait, il y a un hacker qui vient prendre la main à distance du capteur d'eau connecté parce qu'il sait que c'est une fiabilité, une fiabilité. Il va l'exploiter, il va polluer l'eau potable, on va tous être malades comme des chiens ou mourir. Enfin, je veux dire, c'est des scénarios qui existent aujourd'hui. Notamment, et c'est pour ça, j'en ai pas parlé parce que sinon je vous noie complètement, mais on a Nice 2 qui, là, pour le coup, vise des services essentiels sur une notion de cybersécurité qui doit être implacable parce que le risque aujourd'hui de terrorisme, c'est, je pense, la bonne journée pour en parler, ça vise aussi et beaucoup, pour ne pas dire intensément, les services essentiels de l'État qui sont pour la plupart aujourd'hui dotés de connectivité. Donc, en fait, c'est du bon sens. En fait, si vous voulez être au carré, il ne faut pas faire… La perfection n'existe pas. L'usine à gaz, c'est dangereux. Il faut mettre en place des règles de bon sens. À partir de là, on réduit ces risques et je pense que la vie de l'entrepreneur est un peu plus acceptable en termes de gestion mentale, de la charge mentale et gestion des risques. D'accord. Alors, j'ai encore une question donc, qui est comment estimer le montant nécessaire pour obtenir l'accès aux données du fabricant si on est un tiers? Et dans ce cas-là aussi, est-ce que c'est au tiers qui met à disposition de l'utilisateur le capteur des données concernées ou à l'utilisateur de demander l'accès aux données? Alors, pour le montant nécessaire, ça, j'en ai pas la fiche 3D, mais ça doit être un prix raisonnable. Et je pense que de toute façon, il faudra penser à une interface tiers. Enfin, je pense qu'il faudra automatiser ou en tout cas préparer ça. On n'a pas ce recul, désolé. Et pour la deuxième partie de la question, ça doit passer par l'utilisateur ou en tout cas passer par une information de l'utilisateur. Là aussi, le texte n'est malheureusement pas très clair. Moi, j'ai aussi en tête d'autres use cases que d'ailleurs j'ai soumis à mes étudiants parce que quand je me tire les cheveux, je profite de la période des examens pour leur soumettre des cas pratiques que j'ai à l'esprit. Et c'est vrai que ça peut être, alors quand ce n'est pas ChatGPT qui répond, parce que sinon ça je peux le faire moi-même, mais quand c'est l'étudiant qui réfléchit, c'est vrai que ça peut être assez intéressant d'avoir les pistes. Donc on aura aussi le cas du fabricant de véhicules qui peut créer un partenariat avec un prestataire de service qui installe un capteur sur un véhicule électrique, par exemple, pour assister l'utilisateur dans une meilleure consommation de son énergie. Donc là, on aurait une mise à disposition de données avec le consentement de l'utilisateur puisqu'il souscrit à ce service-là, mais ça implique forcément quelque chose de physique sur le véhicule, je pense, davantage. Là, on serait dans un cas où on aurait un capteur qui serait fourni. Il n'y a pas de… Encore une fois, technologiquement, c'est neutre ce texte. Donc, il y a tout qui peut se rentrer dedans, en fait. D'accord. Et On touche à ma…
Fin du webinaire, donc question. j'allais dire une dernière question peut-être. Ouais, sur la sensibilisation, alors pour les étudiants ingénieurs, mais pas que, parce qu'il y a les directions générales, donc comme ça peut s'appliquer à plus de personnes. Comment on peut les sensibiliser? Sur ces formats-là, je pense que c'est déjà pas mal d'avoir une approche par le risque. C'est des sensibilisations que je fais déjà. Par exemple, j'interviens. Alors, ce ne sont pas des ingénieurs, mais ce sont des pharmaciens qui sont spécialistes en dispositifs médicaux connectés et produits pharmaceutiques. Ils ne sont pas juristes. Je dois les sensibiliser. Je pense que cette notion de commencer par la notion de la donnée et d'expliquer la volonté de l'Union européenne, ce n'est pas de brider l'économie, mais c'est plutôt de la protéger et de protéger ses acteurs et de générer un espace de confiance autour de la donnée. Parce que comme il y a des cyber-risques, il y a forcément des pertes de confiance potentielles, on le voit chaque fois. Je pense que c'est déjà un bon point de départ. Et puis après, peut-être de faire ça par épisode pour pas que ça soit trop lourd. Mais le paquet data, effectivement, il est très dense. On ne peut pas tout traiter d'un coup. Super. Et écoutez, on est à la fin du webinaire. J'ai l'impression qu'en plus, on a répondu à toutes les questions, donc le contrat est rempli. Merci à tous les deux d'être intervenus sur ce sujet. On voit que ça a déclenché pas mal de questions et c'était hyper intéressant, en tout cas, au niveau des échanges. Merci à tous les participants aussi qui nous ont suivis pour ce webinaire. Il sera disponible en replay, donc vous devriez le recevoir dans vos boîtes mail d'ici peu. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée du coup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.